Bonjour les amis, écoutez, je suis en compagnie du docteur William Amsalag. Alors, je ne le connaissais pas et je l'ai connu simplement à travers la qualité de ses vidéos que William a eu la gentillesse de m'autoriser à reproduire sur mon site. Alors, je renvoie la politesse en disant que William pourra reproduire ce Zoom sur le sien. Alors, William, si tu peux un peu nous raconter un peu, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Guy, et c'est très gentil, tout ça. On va collaborer parce que ce que je fais, c'est, purement philanthropique et j'ai envie que tout le monde puisse se partager ce qu'on fait. Alors, je m'appelle William Amsalag, je suis médecin. Ma formation de départ, c'est anesthésie-réanimation, que j'ai exercé pendant 15-20 ans dans le sud de la France. Donc, après ces 15-20 ans, j'ai décidé, comme certaines personnes, d'essayer le rêve américain, si tu veux. Et je me suis envolé avec femme, enfants et bagages pour les États-Unis pour 8 ans. Et donc, les choses sont, tu le sais, tu habites les États-Unis, c'est pas facile aux États-Unis, donc on est resté 8 ans, puis après on est rentré en France. Mais j'ai pas repris mon travail d'anesthésiste réanimateur. 8 ans de coupure, c'est beaucoup. Et je suis devenu petit à petit spécialisé dans le bien-être et la longévité, où j'ai fait des conférences pour le compte de grandes sociétés américaines en général. Et ce que je fais d'ailleurs depuis maintenant pas mal de temps, 30 ans. Donc, sur le plan professionnel, j'ai aujourd'hui, depuis quelques jours, j'ai 80 ans, mais je continue à avoir une activité régulière, tant que je peux. Ce qui est arrivé sur le plan de la santé, c'est que j'ai une polyarthrite rhumatoïde qui m'a vraiment pourri la vie depuis 30 ans ou 35 ans. Au début, je laissais faire comme tout le monde, comme tout médecin, disons, pas comme tout le monde. Comme tout médecin, j'ai laissé faire. Je me traitais à coup de cortisone, à coup de ça, à coup de ça. Et ça, c'est pas bon, ça. Il faut consulter vraiment un spécialiste. Et donc, quand j'ai décidé de consulter un spécialiste, il m'a donné des traitements qui ont été très efficaces, mais malheureusement, qui ont eu des effets secondaires, notamment sur le foie et tout, comme le méthotrexate. Alors, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Mais en 2016, j'ai fait un premier cancer, le cancer de la prostate, qui heureusement avait un score très faible, de l'ordre de 7. Donc, je n'ai pas eu à subir ni d'intervention, ni de chimiothérapie, simplement une petite radiothérapie très ciblée, pas de traitement hormonal, rien du tout. Et finalement, je m'en suis bien sorti. Après, maintenant, 5-6 ans, mon PSA est toujours à des taux très bas. C'est-à-dire, quel est le taux très bas? 0,4, 0,5, tu vois, 1 maximum. Alors que pendant les périodes difficiles, il était monté à 12, à 14, à 16. Et tu as toujours ta prostate? J'ai toujours ma prostate, oui. Elle est toujours là. On ne me l'a pas enlevée. C'était aussi une décision commune. Et là, je veux insister aussi du fait que quand on est médecin et quand on est patient et cancéreux, il faut vraiment participer, même quand on n'est pas médecin d'ailleurs, il faut participer activement à son traitement. Et le médecin urologue que j'ai vu était tout à fait d'accord et nous avons ensemble pris des décisions basées sur une information qu'il m'a donnée. D'ailleurs, très franchement, il voulait que, moi je voulais me la faire enlever par robot. Et à Bordeaux, il y avait quelqu'un qui le faisait bien. Il s'est opposé totalement à ça. Il m'a dit, écoute, ne le fais pas, s'il te plaît, ne le fais pas. Et il a eu raison. Et il a raison. Pour mon cas personnel, je ne veux pas dire que c'est général. Voilà. Par contre, en 2020, juste au moment du confinement, en mars 2020, on m'a découvert par hasard, alors tout à fait par hasard, j'avais un peu mal au foie, et on m'a découvert lors d'une échographie de contrôle, un hépatocarcinome du foie sur un lobe supérieur, de petit, de moins de 2 cm. Et donc, j'ai consulté, bien sûr, et on m'a dit qu'il y avait toute chance de le supprimer par thermodestruction. C'est ce que j'ai fait. J'ai consulté ce qu'on appelle un radiologue interventionniste
qui me l'a donc détruit par radiofréquence. Il l'a brûlé, donc, en fait. C'était en juin 2020. Alors, que ça, c'est très élégant parce que c'est quasiment rien du tout comme intervention. Hein. On peut la faire même sous anesthésie locale. Bien. Après, il y a des suivis, bien sûr. Et au bout d'un an et demi, malheureusement, le taux des marqueurs de la protéine a augmenté. Et on s'est aperçu à l'IRM qu'il y avait un deuxième petit nodule. Et donc, il a fallu réintervenir. Mais là, la thermodestruction, elle était par micro-ondes. C'est un peu différent parce que c'est plus large. Et il était associé à ce qu'on appelle une chimio-embolisation. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas la chimiothérapie, mais par contre, local, ça pouvait aller parce que c'était bloqué tout autour. Avec l'artériole, on a envoyé un peu d'épiodol pour bloquer les artères et les veines en tout cas, et ils nous ont injecté. Et ça a très bien marché. Voilà, deuxième. Alors, chimio-embolisation. Puis après, une deuxième chimio-embolisation de contrôle vraiment pour tout nettoyer. Et voilà où j'en suis maintenant. Pas de traitement particulier, si ce n'est mes petits traitements à moi, mes petits, comme les médecins disent qui ne sont pas au courant, mes petits gris-gris. Voilà grosso modo mon histoire. Alors, depuis 2020, quand j'ai eu ce cancer-là pendant le confinement, j'étais évidemment sidéré. Je suis sorti du cabinet de radiologie totalement paralysé par l'inquiétude. Et en plus, le confinement, il n'y avait personne dans la rue. Et j'ai décidé, ce jour-là, je me suis dit, je vais écrire un livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Docteur, vous aussi, vous avez un cancer », dans lequel je partage avec les gens les inquiétudes d'un médecin qui n'est plus au chevet du lit d'un malade, mais dans le lit. Voilà ce que j'avais à dire. À toi. Eh bien, écoute, j'espère que contrairement à toi, que moi, j'en ai terminé avec mon cancer. C'est ce que me disent mes oncologues. Ils me disent que je suis guéri. Alors, ça n'empêche pas ce que tu disais, ça n'empêche pas la peur, l'inquiétude. Et moi aussi, j'ai écrit, je ne sais pas pourquoi ça le met à l'envers. Je ne sais pas si tu le vois. Tu le vois à l'endroit ou à l'envers? Moi, je le vois à l'endroit. Ah, d'accord. Alors, j'ai écrit ce livre. Son écran qui est miroir. Son écran est miroir. D'accord. Alors, j'ai écrit ce livre qui raconte mon histoire, mais accompagné de 87 études que j'ai trouvées sur PubMed, sur les grands journaux américains en particulier. Tout est en anglais, mais on a fait une petite synthèse pour chaque étude. Et la préface est du professeur Maurice Israël. Et j'ai un autre livre Ma croisade contre le cancer, qui était mon premier livre. Et celui-ci raconte survivre pour guérir autrement. Et ceci, je l'ai traduit en anglais. Et la préface, là, est du professeur Thomas Seyfried, qui est donc Boston College et John Hopkins Hospital, enfin, etc. Mais donc, tout ça pour dire qu'on s'est lancé, moi j'étais condamné. On m'a dit que j'ai 3 mois maximum à vivre, profite de la vie, comme si on pouvait profiter de la vie qui nous reste quand on nous dit qu'on n'a plus que 3 mois à vivre. Hein. Donc c'est un peu dur. Donc j'ai pas profité de la vie et j'ai profité pour chercher, contrairement à ce que tu dis. Moi, j'ai cherché sur Internet, mais j'ai pas cherché j'irais dire, les gens qui font des articles. Allez, mangez pas de fraises, prenez des jus, faites-vous des cures de je sais pas quoi, etc. Non, je me suis intéressé qu'au prix Nobel. Je ne suis intéressé qu'aux grands professeurs et qu'aux grandes publications. Et c'est comme ça que j'ai connu les gens qui m'ont aidé à survivre, à me guérir. Et aujourd'hui, les amis, je vous annonce que l'étude sur Scott vient d'être terminée, la première phase. Et je vous annonce une réussite 100%. 100%. Toutes les souris ont survécu.
toutes les souris à qui on a mis le même traitement ont survécu et toutes celles qui n'ont eu aucun traitement sont mortes au bout de 3 semaines. Donc, maintenant, on va continuer à développer ceci. Mais pour moi, c'est une réussite absolument extraordinaire. Je viens d'en parler aux grands professeurs qui me suivent et on va avoir les résultats donc courant de ce mois-ci, les résultats écrits en anglais et qui feront certainement l'objet d'une publication. Voilà, donc voilà mon combat et je suis persuadé, tu vois, que on parle de méditation, on parle pour aider dans le cancer. Tu connais certainement Kelly Turner avec ses 9 clés de la rémission qu'elle a trouvées parmi tous les survivants. Et moi, ma rémission, c'était mon combat contre le cancer, ma croisade contre le cancer. Et ça m'a pris 3 ans, mais ça m'a pris tout mon temps. Je ne faisais rien d'autre. Mais le résultat est là. Et toi qui parles et qui est intéressé par le vieillissement ou plutôt l'anti-vieillissement, eh ben, je me permets, regarde mes cheveux et ma tonsure. Eh ben, je mettrai un lien sur la vidéo que j'ai faite en compagnie du professeur Thomas Seyfried à Boston où j'étais tout blanc. Donc, mes cheveux, j'ai rajeuni. J'entends mieux, je vois mieux. Mon diabète type 2 a disparu. Mon cancer, bien évidemment, c'était le but, a disparu. Psoriasis a disparu. Mes tremblements, il n'y en a plus ou très légèrement de temps à autre quand je suis énervé mais ça a disparu. Donc, en fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le corps ne sait pas réparer une seule maladie. Et moi, j'ai ciblé le cancer, mais quand on cible un métabolisme de bonne qualité, quand on a compris que le cancer, comme dit Thomas Seyfried, est une maladie métabolique, et ben, quand on se refait une santé, c'est tout le corps qui se répare et pas uniquement le cancer. Et je dis ça en plaisantant, moi j'ai eu beaucoup d'effets collatéraux. C'est tous mes autres problèmes ont disparu. J'avais du psoriasis qui me grattait, je prenais de la cortisone, au bout d'un mois, ça revenait. Mais quand j'ai compris qu'il faut laisser sortir et se nourrir correctement, parce qu'il faut réfléchir autrement. Pourquoi le corps éjecte mon psoriasis? C'est parce qu'il ne le veut pas. Et qu'est-ce qu'elle fait, la cortisone? Elle le remet à l'intérieur. Et donc, le corps, il le remet à l'extérieur. Pareil pour, donc ça, c'est pas moi qui ai trouvé, mais comme je lis les grands professeurs, le cholestérol. Le cholestérol, on te dit, tu as beaucoup de cholestérol, prends des statines. Au début, j'ai pris des statines. Et qu'est-ce que font les statines? Elles enlèvent le cholestérol et ton corps qui en a besoin le refabrique pour éviter les fuites dans tes vaisseaux sanguins. Et donc, il en refait. Alors, quand on a compris qu'il faut réfléchir non pas sur une maladie, mais réfléchir sur l'ensemble, on n'est qu'un seul être. On n'a pas d'un côté les yeux, d'un côté les cheveux, de l'autre côté le cancer, de l'autre côté le foie, etc. Et donc, c'est ce que j'ai compris et ce que j'ai essayé de faire. Alors, on m'a traité de charlatan et c'est pourquoi j'ai fait ce livre avec 87 études importantes qui prouvent la réalité et de ce que j'ai fait. Et voilà, j'explique tout ça, mes abonnés le savent déjà. Toi qui es nouveau, tu ne le savais pas, donc c'est pour ça que j'ai expliqué tout ça. Oui,
je voulais juste rebondir sur ce que tu dis. Oui, bien sûr, les gens t'ont traité de charlatan parce que tu n'utilisais pas le jargon habituel pour expliquer ce genre de choses, si tu veux. Ce que tu dis, c'est tout simplement que l'organisme a besoin d'un équilibre permanent, ce qu'on appelle la fameuse homéostasie. Donc, c'est donc le corps est en adaptation permanente face à des changements quels qu'ils soient. Ça peut être une lumière qui s'allume, qui s'éteint, ou ça peut être des cellules cancéreuses qui se préparent à devenir agressives. À ce moment-là, le corps va réagir par tout ce qu'il a pour lui. Et il va commencer à réagir. Le seul objectif, c'est de ramener l'équilibre. Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais l'équilibre, c'est ça qui est permanent, l'homéostasie. Qu'on parle de cannabis et des endocannabinoïdes, qu'on parle de la cortisone et des anticortisones, c'est toujours la même chose. Qu'on parle de l'oxydation, par exemple, tout le monde dit c'est pas bon l'oxydation. C'est l'excès d'oxydation qui est pas bon. Bien évidemment. Et il y a un rééquilibre automatiquement avec la réduction, c'est-à-dire les antioxydants. C'est comme le stress. Le stress est très bon pour la santé. C'est l'excès de stress qui n'est pas bon pour la santé. Cortisol. Parce qu'il faut du stress, sinon on fait un cancer. Quand on a trop de stress, on fait un infarctus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai appris au fur et à mesure. Alors évidemment, ce n'est pas facile de comprendre les phénomènes. Ce n'est pas facile d'essayer d'y voir clair là-dedans, surtout qu'on a des pressions qui viennent de tous les côtés pour prendre des médicaments symptomatiques. Voilà où est le problème. Voilà ce que moi, j'ai eu cette chance que j'étais foutu. Donc, on m'a dit, une chimio, c'est pas la peine, voilà, parce que ça marchera pas. Une radiothérapie, ça marchera pas. Et parce que mon cancer était généralisé, j'en avais partout. Donc, j'étais tout seul. Et j'irais dire, si je devais essayer de comprendre ce que tu viens de dire, je dirais l'inflammation, la D3 et la D6, oméga 3, oméga 6, je veux dire. Donc, eh ben voilà, c'est un équilibre, c'est exactement ce que tu dis. Il faut quand même un peu d'oméga 6 et il faut des oméga 3. Oméga 3, bien sûr. Et ouais. Alors, dans mon livre, je parle de tous ces survivants du cancer, parce que quand même, il y a eu très peu d'études là-dessus, mais il y a une dame, une américaine, une PhD, qui pendant des années a retrouvé ces survivants du cancer qui étaient foutus comme toi et qui, avec différentes méthodes, ont réussi à survivre au cancer. Puis il y a d'autres spécialistes aux États-Unis surtout qui ont donné des explications à tout ça et que j'explique dans mon livre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une trame dans tous ces survivants-là. Il y a une trame. Ils utilisent tous des choses différentes. Et toi, ce que tu as fait, c'est une chose. Ce que va faire un autre survivant du cancer, ça va être autre chose. Mais ils ont quand même un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est qu'ils n'ont jamais perdu espoir. Voilà. Quel que soit. À partir du moment, excuse-moi, je te coupe. Jamais perdu d'espoir. À partir du moment où dans ta tête, tu sais que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. C'est aussi simple que ça. Le cerveau fait ce que tu lui dis de faire. Et ça, je l'ai vu sur Kelly Turner, je l'ai vu sur tous les gens qui réussissent. Kelly Turner, oui, bien sûr. Voilà. Et alors, il y a une chose très, très spéciale qu'un Canadien, qu'un psychiatre canadien que tu as peut-être connu, fait, c'est qu'il parle à ses cellules. Alors, on sait aujourd'hui que les cellules comprennent notre langage. Parce qu'en fait, qui on est? On est un assemblage de 60 000 milliards de cellules. Et ces cellules-là, ce sont des cellules qu'on appelle intelligentes. Elles savent se grouper, elles savent s'organiser en société, elles ont des règles de conduite. Si elles ne vont pas, c'est l'apoptose, c'est le suicide programmé, et ainsi de suite. Tout ça, c'est bien fait. Il y a une hiérarchie dans la société. Mais ce que des Russes ont découvert, c'est que ces cellules, elles comprennent notre langage, celui qu'on parle. Elles comprennent le français. Certains elles comprennent le russe, d'autres elles comprennent le kazakh ou je ne sais pas quoi. Elles comprennent à force
de discuter avec nous. À force de nous entendre parler, elles ont appris notre langage. Alors, si on leur parle ne serait-ce que 20 minutes par jour, et qu'on leur dit, tu sais, il va falloir que tu te détruises, toi, la cellule cancéreuse. C'est important pour le groupe. Eh bien, c'est ce que ça fait, ce monsieur Guy Cornéron. Il a parlé pendant 20 minutes à ses cellules pendant 2 ans. Il avait un cancer dévastateur. Il a disparu, ce cancer. Il est mort quelques années après, mais pas du tout de ça, mais pas du tout du cancer. Voilà, et il a fait des conférences dans toute la France, d'ailleurs, ce monsieur est très, très connu. Et c'est parler à ces cellules est une des voies, je ne dis pas que c'est la voie majeure, mais la clé de la réussite chez nous, les cancéreux, parce que je fais partie de cela, c'est l'espoir et de chercher la synergie dans toutes ces techniques dites intégratives, en sachant que le mode de vie reste quand même le pilier principal. Évidemment. Si on continue à s'empoisonner pendant qu'on essaye de se guérir, ça ne va pas marcher. Donc, mais alimentation, activité physique, gestion du stress, gestion des comportements, gestion des attitudes, c'est le gros lot des chances de réussite. Avec ça, ben, il y a tout le reste. Ça va dans la méditation, oui. Elle va dans le stress. Alors, pourquoi est-ce que je t'ai contacté? C'est parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que je ne suis ni médecin ni biologiste, je comprends ce qui se passe, mais je ne sais pas l'exprimer. Je n'ai pas les mots, et d'autant plus en anglais, où un monsieur comme Eric Berg me dit que mes vidéos en anglais sont nulles. Il n'emploie pas ce langage, c'est moi qui le dis. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas m'exprimer correctement pour faire comprendre mon message. Et ton message, c'est le même. Tous les grands professeurs parlent de l'homéostasie, tout le monde parle du microbiome et du microbiote, tout le monde parle de la volonté, de l'inflammation, le cortisol, etc. Et j'ai besoin de toi, pas pour moi, puisque moi, je sais ce que je dois faire pour continuer à vivre, du moins je l'espère, je touche du bois, mais par contre, nous sommes actuellement 40 000 abonnés, nous sommes presque 8 millions à regarder mes vidéos et j'aimerais leur donner grâce à toi, grâce à Jean-Marie Dessin, grâce à Eric Berg, la possibilité à eux aussi de survivre. C'est mon sacerdoce d'aujourd'hui, c'est mon combat. Et j'espère, avec ce qu'on vient de découvrir, avec ces grands laboratoires français, ces grands chercheurs, arriver à développer quelque chose. Mais je vous en supplie, les amis, ceux qui croient qu'il suffira de prendre ce qu'on a développé pour survivre, ils ont tout faux. Parce qu'en premier, c'est la motivation, c'est ce que disait William à l'instant, la motivation, j'appelle ça un peu autrement, la motivation, je veux survivre, je vais survivre. Et la deuxième chose, c'est respecter son corps. Respecter son corps, ça veut dire ne plus lui donner les poisons qui sont à vendre dans tous les supermarchés. Alors, c'est plus difficile, hein. C'est plus difficile, ça. C'est très difficile, d'autant plus que moi, aujourd'hui, je suis guéri. Alors, quand je vois un carreau de chocolat blanc, une glace Häagen-Dazs qui traîne à la maison, eh ben, ça m'est extrêmement difficile de résister. Et je fais des découvertes tous les jours. Regarde, je te donne ma dernière découverte. Avant, je jeûnais. 2 jours, je passais en corsétonique. 3 jours, c'était certain. Aujourd'hui, j'avais décidé, comme j'ai fait un excès, j'avais trouvé dans le tiroir de mon épouse, vous le répétez pas les amis, hein, vous le répétez pas à ma femme, hein, j'avais trouvé un petit paquet de gâteaux, de gaufrettes au chocolat. Franchement, est-ce que vous pensez que j'ai résisté? Eh bien, j'ai fini le paquet.
J'ai regardé, ça faisait 100 grammes de sucre. Et bien sûr, le regret immédiatement après. Donc, j'ai décidé de faire un jeûne. Et je suis au 3e jour de jeûne. Je vais continuer jusqu'à demain soir 5 heures puisque nous allons manger au restaurant avec des amis. Et qu'est-ce que je fais? Je me teste. Donc, je teste mes corps cétoniques. Et une novation, pas de corps cétonique au bout de 3 jours. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, pourquoi est-ce que mon corps aujourd'hui ne veut plus passer en corps cétonique? Je n'en sais rien, mais encore une étude, encore une chose à comprendre. Si toi, tu as une idée là-dessus, ça m'intéresse. Et pourquoi, en plus, je grossis alors que je ne mange quasiment plus rien? Ça, c'est plus facile, c'est quelque chose qui est relativement connu, mais je vais manger 500 grammes, 600 grammes de crucifères et je vais grossir. Alors qu'avant, je mangeais 500 grammes, je perdais 2 kilos. Mais donc, pas de crucifères. Même de crucifères, oui, de crucifères, bien sûr, puisque depuis 3 ans, je ne mange pratiquement plus que des légumes crus et du poisson. Alors, bien sûr, crudivore, oh là là, c'est un conspirationniste. Mais il y a un docteur qui s'appelle docteur Van Kemmel, que j'ai écouté pas plus tard que hier et que j'essaye lui aussi de contacter, comme j'ai eu le plaisir de te contacter. Eh bien, ce monsieur dit, dans la junte animale, personne ne fait cuire ses légumes. C'est une invention humaine. Personne ne cuit quoi que ce soit. Alors, cuire de la viande, son poulet, ok, on sait que c'est inflammatoire une fois de temps à autre, pourquoi pas? Mais les légumes, notre base de notre alimentation, on est né comme ça il y a 3 milliards d'années. Eh ben, pourquoi doit-on le modifier? Alors, notre corps, personnellement, je trouve qu'il est super intelligent et super costaud. Pourquoi? Parce que quoi que tu fasses, avec tous les efforts, tous les poisons qu'on ingurgite, eh ben, il arrive quand même à nous garder en vie. Alors, c'est magnifique. Oui, parce que il y a un nouvel élément qui rentre en jeu là et qui est une nouvelle médecine, une nouvelle spécialité qu'on appelle l'épigénétique. Bien évidemment. Et qu'on ne connaissait pas bien du tout. Il s'agit de l'expression des gènes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'activer ou de désactiver certains gènes. Or, les gènes, leur rôle, c'est de donner le code secret pour fabriquer des protéines. Et on est fait de protéines, entièrement fait de protéines, que ce soit des protéines de structure comme le corps ou des protéines fonctionnelles comme les enzymes, tout ça. Alors, chaque aliment, et il faut le savoir maintenant, chaque aliment a une signature alimentaire épigénétique, une signature épigénétique. C'est-à-dire qu'on prend par exemple la vitamine C, toute seule. À elle seule, elle va activer plus de 80 différents gènes. Alors, on est encore au stade de balbutiement pour l'instant, mais ça pourrait donner beaucoup d'explications à des choses aussi banales que, par exemple, on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le café et qui font des crises d'infarctus même. Et il y a des gens qui, au contraire, leur café leur fait beaucoup de bien sur le plan de santé. Alors, il y a des débats, et chaque jour, on reçoit des études cliniques qui sont contradictoires. En fait, on a trouvé que pour certains, ils avaient des marqueurs génétiques, dont un des marqueurs était que l'expression génétique d'une certaine cytochrome qui désintoxique la graine de café, eh bien, était absente. Et quand elle était absente, alors bonjour les dégâts. Mais quand elle était là, pas de dégâts. Voilà une explication de beaucoup de choses. L'intolérance au lactose, c'est la même chose. Et il y a beaucoup d'aliments dont on connaît maintenant la signature épigénétique. C'est un des éléments à prendre en compte. C'est très compliqué. Alors, tu vois, ce que tu viens de dire a fait l'objet plutôt d'une étude qu'a fait un grand professeur sur mon cas. Et il a compris
que l'épigénétique a inhibé des gènes adultes et a remis en fonction des gènes enfantins. Je ne sais pas si ça se dit enfantin. Les gènes qu'ont les bébés, les petits-enfants et que n'ont pas les adultes. Il a éliminé certains gènes que j'avais et il en a réactivé d'autres que je n'avais plus. Et c'est comme ça qu'il a expliqué donc ce qui m'est arrivé. Et oui, moi je pense, et là encore je vais reparler de Thomas Seyfried qui crie haut et fort depuis des années et des années que le cancer est une maladie métabolique et que les gènes sont peut-être 3% des causes de cancer, mais que le reste, c'est notre corps avec l'épigénétique qui fabriquons le cancer ou qui défabriquons le cancer. Et le pire, c'est que c'est réversible. Oui, c'est réversible. C'est ça qui est… Parce qu'une habitude épigénétique, elle peut se transmettre de père en fils. On l'a vu avec une très grande étude clinique hollandaise qui date de 1944, quand il y a eu l'opération Market Garden, c'est-à-dire une opération militaire qui a tourné au désastre. Et alors, les Allemands, Hitler était très, très mécontent et il a créé une famine, la fameuse famine hollandaise. Pendant des mois, voire presque un an, les gens n'ont rien eu à manger. Alors, toutes les femmes qui étaient en train d'accoucher ou qui étaient enceintes, elles ont accouché d'enfants fétiches, d'enfants très, très, très mal en point, des rachitiques et ainsi de suite. Bon, c'était normal, c'était prévisible. Mais ce qui est très, très surprenant, c'est que ces femmes-là, quand elles sont arrivées au stade où elles ont eu elles-mêmes des enfants, ces enfants étaient aussi rachitiques. Et puis, ces enfants qui ont grandi en 1980, eh bien, ils ont eu aussi des enfants rachitiques. Et donc, on a bien étudié le cas de ces gens-là. Eh bien, il y avait une signature épigénétique qui a été transmise de père en fils sans que les gènes soient changés. Les gènes n'ont pas bougé. C'est l'activation des gènes qui a changé. Et ça change tout. Et ça change pour les gens aujourd'hui de savoir que finalement, les gènes, c'est une banque de données et qu'il y a un maestro qui décide quand est-ce qu'il faut activer, quand est-ce qu'il faut désactiver, et ainsi de suite. On commence à connaître l'origine de ce chef d'orchestre, mais on a encore quelques difficultés. Oui, absolument. Absolument. Écoute, on pourra continuer longtemps comme ça. Alors, je te répète, je suis enchanté que tu fasses que tu fasses partie aujourd'hui de notre équipe. Je te parlerai de Brunings, des recherches sur la somatostatine. L'octréotide, etc., qui sont des pistes absolument extraordinaires donc dans la guérison du cancer. Brunings, dans les années 40, ne comprenait pas pourquoi, après avoir été mieux, les malades mouraient, et on l'a su en 1970 grâce à un autre prix Nobel qui a découvert la somatostatine. Mais tout ça, j'irais dire, ces recherches, il n'y a aucun hasard. Et là, je m'adresse non pas à toi, puisque tout ça, tu le sais, mais je m'adresse à tous les gens qui nous regardent en leur disant, ne cédez en rien. Le cancer est réversible, comme William vient nous le dire. Alors même un cancer stade 4, je me dispute, entre guillemets, je me dispute pas, j'envoie des lettres recommandées et on me répond, on me répond pas, ou on me répond non, on veut pas t'écouter. Mais ce que je veux simplement, c'est donner la recette pour survivre à nos Français, à notre gouvernement, à l'INCA, à tous ces organismes d'État. Alors pourquoi l'INSERM, le CNRS considère que le jeûne est utile et l'INCA et le ministère de la Santé, ils disent c'est du charlatanisme. Mais les deux autres, ils font aussi partie du gouvernement français, c'est des organismes officiels français. Mais ça s'est passé avec Pasteur, ça s'est passé avec le fameux chirurgien australien
qui a découvert Helicobacter pylori. Ça s'est passé avec pas mal de gens et ça se passe aujourd'hui aussi avec certaines autres personnes qui sont trop rapides pour la conventionnalité du secteur médical. Et ça, bon, il y a du bon, il y a du pas bon là-dedans, et effectivement, il y a des lenteurs, parfois inexpliquées, parfois expliquées par le système. Voilà. Alors, voilà, on fait ce genre de choses pour informer le plus de personnes. Et quand tu as 7 millions de viewers, ça commence à porter. Maintenant, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? On donne juste notre opinion. Je me permets, je te coupe. Oui, j'ai raison. Et pourquoi je suis raison? Pourquoi j'ai raison? Parce que mon oncologue m'a dit, je n'ai jamais vu un type comme toi avec un cancer aussi avancé survivre 3 ans et en plus en bonne santé. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé et ce grand hôpital américain est en train de chercher, je leur cours après, pour qu'ils étudient davantage encore ce que j'ai fait. Alors oui, je prétends que ça marche parce que je suis vivant. Voilà. Alors ceux qui font des grandes théories, voilà. Je suis là. Tu sais, on m'a même dit, mais peut-être que c'était une erreur médicale, que tu n'as peut-être jamais eu le cancer. Alors, je vais dire, regardez 3 hôpitaux dans 2 pays différents, même 3. Regardez mes radios, regardez mes scanners, regardez mes scintigraphies. Les traces qu'avaient laissées les métastases dans mes os, eh ben, on les voit régresser au fur et à mesure. Alors maintenant, si je suis un charlatan, comment j'ai fait? Je me suis planté un tournevis et j'ai gratté dans mes os? Non, mais il faut laisser faire. Il y a toujours des gens qui vont critiquer le raisonnement. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que ça n'a pas d'importance, mais tu sais, quand tu te donnes corps et âme et que tu as des dizaines de milliers de gens qui acquiescent et tu en as 3 ou 4 qui commencent, eh ben pour moi, c'est idiot. Mais c'est ces 3 ou 4 que j'essaye de convaincre bêtement. Mais voilà, mais ils ne veulent pas être convaincus. Ils savent qu'ils ont raison. Voilà. Ben écoute, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, le mot de la fin, c'est un début. Voilà. Le mot de la fin, c'est on a démarré une collaboration. Mon forté à moi, tu le sais, c'est que j'ai été formé depuis une vingtaine d'années à prendre quelque chose de scientifiquement compliqué et de le rendre plus simple, même s'il faut de temps en temps un peu gratter pour, disons, arrondir les coins parce que tout est trop compliqué à expliquer. Et donc, ce que j'espère avec le temps, c'est qu'on va pouvoir petit à petit informer les gens sur des faits qui sont arrivés, qui sont surprenants. Allez, moi, je les appelle les guérisons surprenantes. Parce que nous, médecins, parfois, on ne comprend pas. Alors, on essaye de comprendre. Et c'est ça qu'on va essayer de faire au fur et à mesure des lives ou des réunions. On va essayer de comprendre pourquoi ces gens-là. On va prendre des exemples comme Scapé Turner. Et on va prendre des exemples qui sont là, qui sont dans ta base de données à toi, de gens qui s'en sont sortis. Et puis toi, il y a ton exemple. Et moi, j'espère mon exemple aussi. Pourquoi pas? Au fur et à mesure, je m'analyse. Quoi de mieux que de s'analyser soi-même, d'écouter son corps et d'en informer les autres? Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est ça le mot de la fin, c'est que c'est le mot alors, de la fin. Je te reprends le mot de la fin en te disant, le prochain live, les amis, William m'a proposé le cannabis, le CDB. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser la question, comment peut-on réduire la douleur? Et je vous répondais, je n'ai jamais essayé et je ne veux même pas essayer parce qu'autrement, comment je saurais
si je me soigne ou si je me soigne pas, si je masque, j'irais dire, la douleur. Et donc, William va nous expliquer où j'ai tout faux et comment le CDB, le cannabis peut nous aider. Alors, je vous signalerai à l'avance, bien évidemment, quand sera cette vidéo et on la fera avec StreamYard de manière à ce que vous puissiez participer, posez vos questions. Merci les amis. Voilà, tout est dit pour aujourd'hui.